Bonjour, alors bienvenue aujourd'hui pour cette conférence que je propose de faire au sujet de la pêche. Donc je vais vous parler de l'évolution de la pêche et des ressources de la mer, au départ au niveau international, l'importance du choix de notre consommation. Je vais vous parler aussi de la pêche artisanale en Méditerranée. Donc voilà, quelles solutions on peut, nous, citoyens, adopter pour maintenir une gestion durable de ces ressources. Alors, je commence par me présenter. Donc, je profite de vous dire qu'il y a quelques années, il y a quelques jours, on a eu une manifestation qui s'appelait Sciences plurielles. Vous avez une exposition aussi sur le rôle des femmes dans la science, dans la recherche, pour être un modèle pour les jeunes filles, pour les encourager à aller dans cette voie-là. Donc, justement, j'ai participé à cette manifestation sur la recherche sur le fleuve féminin, donc sur le Rhône. Le Rhône, c'est un fleuve qui n'est pas très très loin ici, donc qui impacte fortement le fonctionnement des écosystèmes en Méditerranée française. Donc du coup, voilà, je me suis présentée dans cette conférence. Donc je suis maîtresse de conférence en biologie et écologie marine. Et j'ai fait mes recherches à Aix-Marseille Université, au sein de l'Institut méditerranéen d'océanologie Goemio, qui effectue des recherches pluridisciplinaires dans tous les domaines de l'océanologie, en partant de la physique de l'océan, d'études du climat, de la chimie, de la biologie, de l'écologie, sous toutes ses formes. Et donc, pour comprendre la problématique de l'étude des océans et des impacts anthropiques sur les océans, donc des impacts qui peuvent être naturels, de l'évolution du climat, mais aussi des impacts anthropiques, des pêcheries, de la pollution, etc. Donc, en ce qui concerne les thématiques de recherche, sont focalisées sur le fonctionnement des écosystèmes marins. On essaie de comprendre comment ça marche. En gros, je regarde souvent qui mange qui, d'où vient cette matière organique, qui la produit, et ensuite comment les flux de matière et d'énergie circulent jusqu'à ce que nous consommons, les ressources qu'on prélève par la pêche. Donc, vous savez tous quels sont les bénéfices de la consommation des produits de la mer. On nous dit qu'il faut chaque semaine consommer des produits de la mer, des poissons, un poisson gras, un poisson moins gras. Les poissons marins contiennent des aminoacides, des oméga 3, des oméga 6, des oméga 9, calcium, vitamines, minéraux, qui sont essentiels pour notre croissance. Donc, nos enfants, dans les cantines, à l'école, on mange tous des poissons, c'est très bon pour la santé. Alors, il faut savoir aussi que cette consommation a augmenté fortement avec l'augmentation de la démographie. Donc, vous voyez ici, entre les années 1950 jusqu'aux années 2000, on a une augmentation forte de la population mondiale, qui a été pratiquement multipliée par 3, et on a aussi une augmentation de la consommation en kilos de poisson par habitant, qui a été multipliée par 2,5. Donc, on a pratiquement, entre les années 1950, on avait une utilisation d'environ 20 millions de tonnes de produits de la mer. On est passé à la fin des années 2019 à 180 millions de tonnes, qu'on a multiplié par 9. Donc, est-ce que ces ressources sont encore durables pour pouvoir permettre cette augmentation de consommation? Donc, notre population mondiale, elle était en 1950 de 2,8 milliards. En 2020, 7,8 milliards, donc multiplié par 3, et en 2080, on estime à plus de 10 milliards. Donc, voilà, c'est une consommation conséquente. Pendant très longtemps, on était convaincus que les océans étaient infinis, que ces ressources étaient infinies, et que finalement, nous, on n'avait pas vraiment un grand impact sur les milieux. On pensait qu'ils renfermaient des ressources inépuisables. Ce qu'il pensait au moins dans ses écritures, Jean-Baptiste Lamarck, qui a vécu entre 1744 et 1829, et donc il était convaincu que les océans étaient protégés de la destruction des humains, puisqu'ils paraissaient infinis. Or, de nos jours, on se rend compte que ces idées ne sont plus vraiment valables, que notre capacité technologique est telle qu'on arrive à couvrir pratiquement tous les mers et les océans, et on pense à l'heure actuelle qu'on est dans un régime de surexploitation, donc notre consommation induit un régime de surexploitation, de surpêche au niveau mondial. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vu que les ressources côtières s'appauvrissaient, on a élargi nos zones de pêche vers des zones de plus en plus éloignées. Donc vous voyez ici l'expansion des zones de pêche depuis la Seconde Guerre mondiale. Au départ, dans les années 1950, on pêchait beaucoup dans la mer du Nord. Après, on s'élargit vers l'Atlantique Nord, l'Atlantique Sud, Pacifique Nord, Pacifique Sud. Et au fur et à mesure, on a occupé pratiquement tous les mers et les océans du monde pour arriver à atteindre un plafond, si vous voulez, des captures. Donc les captures ont augmenté de 1950 jusqu'à peu près dans les années 90. Et depuis, on plafonne malgré une augmentation continuelle de l'effort de pêche. Donc on peut essayer de développer toujours plus de technologie, mais on n'aura pas plus de poissons parce qu'on arrive à un plateau. Donc on exploite toutes les régions du monde
et voire même dans beaucoup de régions, on a ce qu'on appelle une surexploitation croissante. Donc vous voyez ici entre les années 1974 à 2019, on a une augmentation plus importante de la part de surexploitation, des ressources surexploitées, et ceci dans tous les mers et les océans. Et si vous regardez au niveau de la consommation mondiale, ben, celle-ci a augmenté, mais sur des espèces qui ne sont pas franchement des espèces locales. Dans les écoles marseillaises, dans les cantines, on consomme beaucoup de collants d'Alaska. Est-ce que vous avez déjà vu ici, en Méditerranée, il n'est même pas d'ici. Vous consommez du saumon, vous consommez des espèces qui ne sont pas locales, qui ne viennent pas d'ici. Donc vous avez ici les principales espèces capturées dans le monde, l'anchois de Pérou, le lieu d'Alaska et le listao. La mondialisation fait qu'on consomme des espèces qui voyagent beaucoup, qui viennent d'ailleurs. Et d'ailleurs, en France, on consomme beaucoup de poissons. Donc, par rapport à la moyenne mondiale qui est autour de 19-20 kg par habitant et par an, la moyenne en France de consommation est plutôt entre 30 et 34. Donc, on consomme beaucoup de poissons. Et beaucoup de poissons qui viennent de l'importation. 2 tiers de notre consommation en France. Vous voyez, on est le 5e pays importateur, après les États-Unis, la Chine, le Japon et l'Espagne. Donc, 5e pays importateur au niveau mondial. 2 tiers de notre consommation vient de l'import. Donc on ne consomme pas les ressources locales. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'en déplaçant ce problème de surexploitation ailleurs, on surexploite des ressources d'autres pays qui manquent de cette nourriture. Vous avez ici, dans les années 90, un déplacement de l'effort de pêche, que ce soit des pays d'Europe, ou de la Russie, ou de la Chine, autour de l'Afrique. Et donc ça prive les populations locales de ces ressources en protéines qui sont souvent essentielles pour leur survie. Donc ça pose le problème de surexploitation dans beaucoup de régions du monde. Et du coup, ces changements-là vont être aussi amplifiés par exemple, ce qu'on a actuellement, et on en parle beaucoup, de la crise de l'eau. Vous pouvez me dire, mais quel lien ça a la crise de l'eau avec les poissons? Mais crise de l'eau, on est au milieu continental, il y a des pluies, il y a des zones de sécheresse, ok, mais la mer est loin, et en quoi ça concerne les poissons? Mais je vais essayer de vous expliquer en quoi les recherches transdisciplinaires qu'on a au niveau des MIO montre qu'il y a un fort lien entre ces apports de la Terre et le fonctionnement des écosystèmes marins, et qu'il y a un continuum terre-mer qu'il faut prendre en compte dans la gestion de ces ressources. En fait, à l'heure actuelle, on a une exploitation croissante donc, de ces ressources en eau. Donc la ressource la plus importante pour le sud de la France, c'est le Rhône. Donc on a l'impression que c'est une ressource inépuisable. Vous avez entendu tous ces débats. Est-ce qu'on va envoyer de l'eau du Rhône vers le Languedoc, vers l'Espagne, etc. Parce qu'il manque d'eau, il en a besoin pour l'agriculture, parce qu'en fait, on a besoin de manger aussi des produits agricoles. Et donc, du coup, on a une augmentation croissante des usages par rapport aux barrages, parce qu'on a besoin de produire l'électricité propre. On a besoin pour l'agriculture, on a besoin d'améliorer le traitement de stations d'épuration, parce que parfois les résidus des nutriments de l'agriculture, de l'élevage des animaux, etc. peuvent créer des eaux très vertes qu'on appelle des marées vertes en Bretagne, ou des eaux eutrophisées, donc qui peuvent avoir des effets nuisibles sur les cours d'eau. Donc on traite au mieux ces eaux. Et puis voilà, vous avez ici un nombre incalculable de barrages qu'on a construits sur ces cours d'eau, donc qui freinent un petit peu ces flux naturels d'eau et des particules et des nutriments à la mer. Et puis, cette crise de l'eau, elle s'accentue. Donc, vous voyez, il y a une grosse partie de l'utilisation de l'eau qui est dédiée à l'agriculture, d'autres à l'hydroélectricité, pour l'eau potable, etc., d'autres usages. Donc, ce qui fait que, globalement, à la mer, ces apports sont de plus en plus réduits en quantité totale et avec une modification importante de leur contenu, en particulier en nutriments, etc. Et ça va potentiellement influencer le fonctionnement. Donc, c'est sur soi que ça porte nos recherches. Il y a beaucoup de gestionnaires, malheureusement, c'est pour ça qu'on est là aussi, pour essayer de sensibiliser les gestionnaires à ces problématiques. Il y en a beaucoup qui pensent que l'eau qui part à la mer, c'est de l'eau perdue. Et il y en a certains qui disent, pas une goutte d'eau à la mer. Eh bien, écoutez, leur réflexion, c'est probablement lié au fait que parfois cette eau-là, et souvent, elle porte aussi des contaminants. Donc, en limitant les apports à la mer, ils essaient de limiter les apports des contaminants à la mer. Mais cette eau-là contient aussi des nutriments et des particules qui sont du point de vue fonctionnel essentiels pour le fonctionnement des écosystèmes marins. Donc vous avez ici le panache du Rhône qui arrive dans le golfe de Lion. Donc vous voyez ces particules qui sont déviées par les courants. Et donc ces particules et ces nutriments assurent la production biologique qui soutiennent la pêche dans toute cette région. Vous avez ici les zones de pêche, que ce soit les chaluts, que ce soit les fileyeurs, les palangriers, etc., pêche française et espagnole. Si on n'avait pas ces apports du Rhône, on n'aurait pas cette forte production du golfe de Lion. Pratiquement 90% des pêcheries en Méditerranée française ont lieu dans le golfe de Lion et sont liées à ces apports du Rhône.
Sans ça, on n'aurait pas ces pêcheries. Et donc vous voyez ici une carte satellitaire de la Méditerranée qui est très très bleue, donc ces nuances de bleu indiquent une très très faible concentration de chlorophylle, de production primaire des petits algues microscopiques qui sont en très petite quantité, parce que la mer Méditerranée est très pauvre, on appelle oligotrophe, faible en quantité de nutriments. C'est pour ça que les eaux sont très claires et bleues et belles, hein, mais elle est naturellement pauvre. Et donc il y a juste une petite tache un peu de vert là, un peu, vous voyez un peu d'orange, ben, cette partie-là un peu plus riche, mais pauvre quand même, hein, c'est le golfe du Lion où on a cette production importante de pêcheries. Donc qu'est-ce qui se passe ? Depuis le temps qu'on s'est rendu compte que les nutriments peuvent causer problème dans les cours d'eau, ben on s'est mis à traiter ces cours d'eau, à limiter les apports de phosphate, nitrates, etc. Et la mer Méditerranée, c'est un réceptacle de ces apports. Étant donné qu'elle était pauvre, quand on a eu des forts apports, on avait des grosses pêcheries. Dans les années 80, on a eu les plus gros apports, c'est là où on a eu les plus grosses pêcheries. Bon, c'est vrai aussi qu'à cette période-là, l'effort de pêche s'était beaucoup développé. Mais depuis les années 90, on n'arrête pas de diminuer les apports en nutriments, et la pêche continue à diminuer fortement dans cette région. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces apports de fleuves, à travers les nutriments, les phosphates, les nitrates, etc., favorisent le développement de ce qu'on appelle phytoplancton, les petites algues microscopiques qui nourrissent des petits invertébrés qu'on appelle des copépodes, des zooplanctons, des petits animaux qui vivent dans la colonne d'eau et qui sont la source de nourriture des espèces qui vivent dans la masse d'eau, par exemple les sardines, et du coup qui nourrissent d'autres grands prédateurs. Et de l'autre côté, les plus gros particules qui sédimentent au niveau du fond, la matière organique, vont nourrir les vers de mer, par exemple, qui vont nourrir des poissons qui vivent sous le fond, comme les sols, etc. Et donc, grâce à ça, on a des cycles de production de poissons, qui sont dans la masse d'eau ou sur le fond, qui se développent, qui s'alimentent avec ces particules qui sont essentielles pour le fonctionnement marin. Donc, il y a quelques années, on avait montré dans ce type d'approche qu'en fait, il y a un décalage de 5 ans entre les plus grosses crues du Rhône et les plus grosses pêcheries de la sole. Et ça passe par le cycle de vie de la sole, le temps que la sole, au moment où elle a beaucoup de nourriture, elle produit beaucoup d'œufs, beaucoup de larves, et le temps que ces larves grandissent et qu'elles consomment et qu'elles arrivent à la taille de reproduction, qu'elles arrivent à la taille à laquelle elles peuvent être exploitées par les pêches, ben, il y a un décalage de 5 ans. Donc, en fonction du cycle de vie des espèces et de leur vitesse de croissance, par exemple, les sardines, il faut 1 an et demi, les sols, ben, il faut un peu plus, mais il y a un décalage entre les apports du fleuve et les pêcheries qui peuvent se développer derrière. Alors, au EMIO, on a la capacité de développer des études et de regarder en détail cette complexité de phyto et de zooplancton. On a des suivis du réseau national d'observation de l'OSUPTS qui nous permet tous les 15 jours de faire des observations détaillées de tous les paramètres physico-chimiques environnementaux dans la baie de Marseille. Par exemple, il y en a d'autres stations aussi en Méditerranée française. Et on regarde en détail grâce à des technologies très poussées comme la cytométrie de flux qui a été un petit peu détournée, on va dire, de la médecine. Au départ, on utilisait ces appareils pour mesurer, par exemple, quantifier les globules rouges dans le sang. Et bien, nous, on utilise pour regarder les bactéries dans la mer. Et il faut savoir que c'est les bactéries qui sont la base de la production primaire, ce qu'on appelle le phytoplancton, des cellules toutes petites, et puis qui, elles, vont alimenter ce qu'on appelle le zooplancton, les petites copépodes ou les méduses, etc., qu'on trouve dans la masse d'eau. Alors, qu'est-ce qui se passe, par exemple, dans la baie de Marseille? La baie de Marseille, bah, oui, il y a l'apport de la ville, il y a la station d'épuration, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Mais il faut savoir que pratiquement la moitié de ces apports qui nourrissent le plancton, le phytoplancton, ce sont des apports terrigènes, que ce soit les apports par le fleuve ou par la station d'épuration, où il y a aussi de la matière organique qui sort. Et donc là, cette moitié de matière elle est quand même consistante. Et ce qui fait que dans la baie de Marseille, sans être trop marseillaise, nos poissons sont plus gros, sont bien nourris. Et les pêcheurs, ils l'ont compris. Depuis longtemps, ils aimaient bien pêcher devant la station d'épuration, parce qu'il y avait la matière organique intéressante qui sortait, et les poissons viennent manger. Voilà, donc ce qui nous fait peur, c'est les contaminants qui sont associés à cette matière organique, d'où d'énormes investissements de l'agence de l'eau et des institutions qui s'occupent pour épurer, pour pouvoir retenir les contaminants. Mais en fait, il y a aussi des particules qui intéressent les poissons et les pêcheurs, qui sont la matière organique, qui est nutritive pour ces espèces. Et donc du coup, vu qu'on a traité énormément les eaux, qu'on a retenu les nutriments sur le Rhône, qu'on a de moins en moins d'apports, qu'on a de moins en moins de nutriments et de matières organiques particulières,
mais nos poissons maigrissent parce qu'en fait, moins de nutriments, ça veut dire des phytoplanctons beaucoup plus petits, du zooplancton, des petits crustacés en moins quantité, moins riches, avec moins de lipides, moins de gras. Et donc, du coup, les proies préférées, les petites copépodes que les poissons aiment, ben, ils ne se développent plus en quantité suffisante et les poissons maigrissent. Si vous ne trouvez plus de sardines depuis quelques années, c'est parce qu'elles sont trop petites et les pêcheurs ne peuvent plus les pêcher, n'ont plus le droit au niveau réglementaire de les pêcher, leur taille est trop petite. Et du coup, ça modifie toute la chaîne alimentaire et les pêcheries se retrouvent impactées par ces problématiques. Après, il faut faire la différence entre les pêcheries. On ne va pas tous les mettre dans le même bateau. Il y a des petites pêcheries artisanales en Méditerranée, il y a des pêches industrielles. Vous avez certainement entendu parler en Atlantique. On a des gros chalutiers qui arrivent, qui nous font peur, hein, pratiquement, parce que ces bateaux industriels vont surexploiter les océans, vont détruire les stocks. Donc voilà, c'est pas ce type de pêcherie qu'on a besoin d'avoir chez nous. Hein, donc on veut pêcher moins, mais pêcher mieux. Et c'est effectivement le cas en Méditerranée, où on a pratiquement 98% de la pêche en Méditerranée française, de la pêche artisanale, des petits bateaux, hein, traditionnels, c'est pas de la pêche industrielle. Sachant que, voilà, au niveau international, 99% des bateaux, c'est de la petite pêche, hein, et ils font seulement 50% des prises. Donc le reste, c'est fait par des bateaux industriels qui ont des effets dévastateurs sur les écosystèmes, sur les océans. Donc c'est vrai que, voilà, en termes d'intérêt, on a intérêt de développer la petite pêche artisanale parce que c'est moins impactant pour l'environnement, ça apporte plus de travail. Ils sont moins subventionnés aussi, mais au niveau environnemental, ils sont beaucoup plus respectueux de la ressource et de l'environnement. Alors, il y a aussi une autre problématique qui est peut-être importante à faire connaître dans la région, à sensibiliser, c'est celle de la pêche de loisirs. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de pêcheurs de loisirs et que chacun d'entre eux ne se sent pas responsable de cette situation. Parce qu'ils disent, moi je suis le petit pêcheur du dimanche, je pêche mes 3 petits poissons ou 2 kilos de sard, etc. Je ne vais pas changer le cours de l'histoire. Mais si on regarde le nombre de pêcheurs dans la région PACA, il y a environ entre 15 000 et 17 000 licenciés de la pêche. Licenciés, tout le monde ne prend pas forcément une licence. Donc il y en a probablement plus. Versus maximum 900 pêcheurs professionnels, ça peut vraiment faire une concurrence très forte. Et nous, scientifiques, ce qui nous embête, c'est qu'on n'arrive pas à quantifier quelle est la part prélevée sur la ressource de la pêche de loisirs. Et ça peut être localement très important, voire parfois plus important que la pêche professionnelle. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à sensibiliser la population. C'est des conflits qui sont anciens, donc j'ai trouvé des écritures historiques, ici la thèse de Daniel Faget. En 1960, il parlait déjà de cette concurrence déloyale entre la pêche de loisir et la pêche professionnelle, et la situation est toujours d'actualité. C'est quelque chose qu'il faut prendre conscience, que peut-être le petit pêcheur du dimanche, son action n'est pas si négligeable sur la ressource. Alors, mieux consommer, oui, ça peut être un acte citoyen. Et c'est important le choix de consommation pour protéger les océans. Donc si vous pouvez faire quelque chose, c'est effectivement penser à votre consommation. Pourquoi? Parce que c'est important de valoriser la petite pêche artisanale. Je vais vous parler de la pauvreté de la ressource en Méditerranée, mais en fait c'est une pauvreté relative parce qu'on a moins de quantité sur des stocks monospécifiques. En Atlantique, on a des stocks de merlu, des stocks de poland, des stocks de grands stocks d'une espèce qu'on peut gérer espèce par espèce. En Méditerranée, la pêche est caractérisée par de nombreuses espèces et en pêchant les différentes espèces, mais en alternant. Cette saison, on pêche une espèce, ou d'autres saisons, on pêche une autre espèce, en alternant les espèces, en limitant la pression sur une même. Par exemple, si vous allez au restaurant, vous demandez tous les jours que du rouget, eh bien, les pêcheurs ils vont surpêcher le rouget. Par contre, si aujourd'hui vous prenez la dorade, demain le loup, après la sole, et vous vous alternez les espèces, et vous choisissez de consommer les espèces les plus abondantes, les espèces de saison, un peu comme pour l'agriculture, ça permet de limiter la pression sur les espèces et de la disséminer sur pratiquement toutes les espèces exploitables. Et on a des centaines d'espèces en Méditerranée qui sont exploitables. Donc dans les évaluations scientifiques, on a entre 300 et 400 espèces qui pêchent régulièrement. Et on peut consommer toutes ces espèces, on n'est pas obligé de consommer toujours les mêmes. Donc du coup, voilà, c'est important de consommer local, consommer les produits de saison qui tiennent compte donc du cycle de vie, de la migration, de la reproduction des espèces. Il y a des espèces qui migrent par exemple entre la mer et les étangs. C'est important aussi d'apprendre à cuisiner ces espèces parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Vous avez le vieux port à côté, il y a plein d'espèces qu'on trouve sur les étals.
les gens ne vont pas forcément vers les espèces qu'ils connaissent pas. En fait, il faut apprendre à découvrir ces espèces, apprendre à découvrir parfois les espèces invasives. En ce moment, on a des problématiques avec des espèces invasives qu'il faut apprendre à consommer parce que ça peut permettre à réguler l'arrivée de ces espèces dans les écosystèmes. Et puis, par exemple, dans la restauration scolaire, il y a 6 espèces qu'on retrouve régulièrement, le hoki, qui vient d'Asie, le colin, le saumon, le merlu, les cabiots. Et puis à Marseille, on consomme le colin d'Alaska, n'est-ce pas, mes enfants? Ils n'en peuvent plus des petits cubes décongelés de colin d'Alaska. Ils ont horreur. Et je pense qu'il y a parmi les adultes, il y a aussi certains qui ont été traumatisés par le colin d'Alaska. On n'en veut plus, on veut de poissons locaux parce qu'ils savent qu'à Marseille, on a de bons poissons. Et puis, on leur fait goûter les recettes. Ils ont besoin de poissons de qualité. Peut-être que moins en quantité, certes, mais meilleure qualité. Et voilà, et il est pas cher hein, sur le bioport, franchement les poissons qui arrivent directement par les pêcheurs, il est vraiment beaucoup moins cher. Donc du coup, cette activité traditionnelle et culturelle de la pêche artisanale, ça peut être vraiment un pilier de développement durable pour la région. Votre choix de consommation peut permettre à la pêche artisanale de se maintenir et ça aurait moins d'impact sur l'environnement. Donc consommer autrement des espèces locales, apprendre à découvrir les espèces moins connues, créer des nouvelles recettes avec des espèces invasives. En ce moment, on a une grosse problématique avec le crabe bleu sur l'étang de Berre qui est en train de détruire toutes les pêcheries, les filets, les espèces présentes. Le crabe bleu, c'est un délice. Ne le dites pas trop fort, mais par exemple, il y a des initiatives en Italie qui commencent à réfléchir à remplacer les pâtes aux palourdes par les pâtes au crabe bleu, parce que des palourdes, on n'en a plus à cause du crabe bleu qui les a mangées. Donc du coup, si on mangeait le crabe bleu, ça arrangerait pas mal les histoires des pêcheurs dans l'étang de Berre. Donc voilà, c'est votre rôle de soutenir, de valoriser la pêche artisanale, notre rôle de scientifique de vous expliquer quelles sont les problématiques de l'environnement et puis vous guider aussi dans ce choix de consommation et aussi essayer de vous sensibiliser vis-à-vis de ces problématiques. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me poser des questions, je suis là pour vous. Quels sont vos liens avec les fédérations de pêcheurs loisirs, si vous en avez, et quels sont les travaux d'avenir que vous avez à faire entre vos recherches et les pêcheurs et les fédérations de pêcheurs loisirs? Alors on s'est croisés dans les réunions au niveau de la région, on a essayé de discuter entre les comités de régionaux, les fédérations loisirs et puis les gestionnaires. Hein. L'argument principal des fédérations, c'est qu'ils apportent beaucoup d'argent à la région. Comme ils sont nombreux, ils vont acheter des appâts, ils achètent des combustibles, il y a les logements, il y a les bateaux, donc ils font vivre à travers leur activité, ils font vivre à la région parce qu'ils apportent beaucoup d'argent. Ok, mais nous, ce qu'on demande, c'est une régulation de ces activités. Parce qu'en fait, si la pêche professionnelle, commerciale, est encadrée par des règles, il faut que ce soit la même chose pour la pêche de loisir. En fait, il faut avoir des règles, des arrêtés, des quantités limites de pêche. C'est le cas dans le parc des Calanques, où on a une réglementation qui est mise en place, mais ce n'est pas le cas ailleurs. Il faut que ça soit généralisé au niveau de toute la Méditerranée, et surtout qu'on sache qu'est-ce qui est pêché, qu'il y ait une limite, et savoir ce qui est pêché. Parce qu'en fait, il y a parfois des abus. Vous avez vu le procès il y a quelques années de braconnage qu'on a eu dans le parc des Calanques. Il y a parfois des voies professionnelles qui se mettent en place avec de très très grosses quantités de poissons qui sont pêchés. Bon, je ne fais pas l'amalgame entre les braconniers et les pêcheurs de loisirs, mais il y en a certains qui se passent pour des pêcheurs de loisirs tout en étant des pêcheurs quasiment professionnels qui essaient de vendre des très très grosses quantités. Et pour nous, c'est très embêtant puisqu'on ne sait pas combien est pêché et c'est pas régulé et c'est pas bon. C'est pas. En fait, ce que je disais tout à l'heure avec ma collègue qui travaille sur les aspects juridiques, les gens ont l'impression que la mer a des ressources limitées et qu'il y a une liberté d'action sur cet espace et qu'on peut se servir. Imaginez par exemple que dans l'espace Borély, on aménage un gros potager, on dit aux gens, allez vous servir. Ça va durer combien de temps? 15 minutes, il n'y a plus rien. Vous avez vu, les gens, ils ont failli s'entretuer pour les Nutella, qui en plus étaient payants. Mais c'est la même chose, la mer. Si vous laissez les gens se servir d'une façon illimitée sur la ressource, cette ressource, elle n'est pas illimitée. Or, les pêcheurs professionnels ont tendance davantage à se soucier au futur de cette ressource parce que c'est leur avenir qui est en jeu. Ils vivent de ça. Tandis que les pêcheurs récréationnels n'ont pas cette prise de conscience. C'est une question de prise de conscience, de régulation des usages en mer. On ne peut pas laisser faire n'importe comment. Voilà, c'est important. On comprend le plaisir, le loisir. Moi-même, moi j'adore pêcher.
Mais il faut prendre aussi conscience de l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement. Une question, merci pour tout ça. Vous avez parlé du crabe bleu, et nous, en tant que consommateurs, comment on peut savoir quel type d'espèce on devrait consommer, justement, pour aider à réguler, comme vous avez dit, les espèces soit invasives, soit les plus représentatives de ce qu'il faudrait manger pour réguler. Comment on peut avoir cette information-là, en fait? Et en fait, c'est le rôle des scientifiques. C'est à nous de vous dire, voilà, c'est telle espèce ou telle espèce. Par exemple, avec le Parc national des Calanques, on a fait des petits films et des actions de communication sur l'importance de consommer de la saupe. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la saupe. C'est une espèce herbivore qui est la saupe en provençal. En fait, c'est un herbivore qui fait des dégâts en ce moment sur les herbiers de Posidonie. Donc, c'est une espèce qui va brouter les herbiers de Posidonie. Les herbiers de Posidonie, c'est une espèce emblématique de la Méditerranée qui constitue un milieu de vie extraordinaire, un habitat pour de nombreuses espèces. Et cette espèce-là est en train de les détruire parce qu'elles sont trop nombreuses et pas assez pêchées. Le fait de les pêcher et de les consommer, ça pourrait nous aider à préserver les herbiers de Posidonie et en même temps plein d'autres espèces qui vivent dedans. Or, ce qui s'est passé, elles ont eu mauvaise image, ces espèces, les saupes, parce que, en broutant les posidonies, broutent parfois des petits épiphytes qui peuvent contenir des produits. Les plantes, parfois, se défendent pour éviter de se faire consommer, peuvent produire certaines substances toxiques. Et donc, en mangeant ces algues, elles ont accumulé ces substances toxiques dans l'estomac et les personnes parfois qui les ont consommées sans savoir bien les nettoyer, eh ben, elles ont mangé aussi ces algues-là et elles ont eu des problèmes d'hallucination, etc. Ça leur a fait mauvaise réputation. Un poisson, voilà. Mais un poisson bien nettoyé, si vous allez frais et bien nettoyé, il est délicieux. Donc on a eu des ateliers justement avec le Parc des Calanques, avec des cuisiniers professionnels, un cuisinier chef de Gouyalos Tofu, nous a fait goûter, mais c'est un délice, c'est extraordinaire. Et donc franchement, voilà, manger ces espèces-là, c'est des grosses quantités, ça coûte rien, parfois c'est à 3 €, 6 € le kilo, elles sont plus grosses que les dorades. Ça rendrait franchement service à tout le monde, elles sont délicieuses. Il faut juste savoir. Il y a des poissons flûtes, il y a des poissons, des rascasses qui arrivent, sont arrivés en Turquie, sont arrivés en Grèce, des rascasses de grosse taille, très bonnes, qui peuvent être consommées. Mais il faut savoir, il faut les manger parce que ça peut éviter des problèmes. Et le crabe bleu, il est extrêmement bon. Il faut juste apprendre à le cuisiner et commencer à le commercialiser. Excusez-moi. Je voudrais juste finir sur ce sujet. Et du coup, moi, en tant que consommateur aujourd'hui, où je peux trouver de l'information? Ouais, peut-être que les scientifiques devraient communiquer davantage là-dessus. Effectivement, on le fait par voie associative avec les cuisiniers, avec les parcs, mais peut-être qu'il faudrait commencer à communiquer à plus grande échelle. Et ce qu'on a commencé à faire, on va avoir bientôt un atelier avec la mairie sur la cuisine marine durable pour essayer de sensibiliser les élèves dans les écoles et commencer à introduire dans les écoles des plats à base des produits locaux de mer, à base de certaines espèces qu'il est bon de consommer pour maintenir la bonne diversité marine. Donc on commence à travailler aussi avec les jeunes et avec les mairies. Vous avez une question? Non. Donc, ça rejoignait la question, comment connaître de la saisonnalité des poissons. Mais en fait, vous allez sur le Vieux-Port et vous regardez ce qu'il y a de plus abondant, ce qu'il y a de moins cher, et vous en rachetez, vous cuisinez. Il y en a certains qui proposent même des recettes avec les poissons qu'ils vendent. Donc du coup, parce que parfois, tout simplement, on ne sait pas cuisiner, on ne connaît pas. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà, ils les nettoient, ils les écaillent, ils les nettoient. Et n'hésitez pas à leur demander des recettes, comment les préparer, ils le font volontiers. Alors, comme la majorité des gens, moi j'achète mon poisson dans les supermarchés, donc on n'a pas l'information. Mais oui, pardon de le dire. À Région PACA, donc il y a sans doute de la communication. Oui, il y a sans doute un effort de communication, imagine pour sur la culture des poissons. Quand je suis malheureusement ignorant des 440. Voilà. Il y a, je pense, un effort de communication, mais aussi, je pense, un effort du grand public, notamment moi qui suis peut-être une plus jeune génération de vous, en fait, on n'a pas du tout été éduqué à ça, même si je viens de Bretagne et que j'ai de la famille qui est pêcheur, à consommer ça et à manger local. C'est pas un truc forcément qu'on apprend, et peut-être que ça dépend peut-être dès le plus jeune âge, à ce que nous, on a le réflexe de se dire, on va au Vieux-Port pour consommer local, quoi.
Mentalité, c'est une mentalité. Voilà, je pense que c'est une mentalité qu'il faudra changer dans la région et peut-être l'introduire dans les écoles. Voilà, c'est une bonne façon de commencer avec les plus petits. En général, les plus petits sont les plus sensibles. Et les miens, en premier, là, ils sont enfuis avec la pluie, mais ils sont ravis de manger la ressource locale et ils ne veulent plus de collants décongelés en petits cubes qu'ils détestent, quoi. Donc, effectivement, c'est une bonne chose. Et leur faire découvrir aussi les métiers. Les pêcheurs, ils souffrent aussi d'une mauvaise image parce que pendant longtemps, on a dit qu'ils surexploitent les océans. Or, en Méditerranée, c'est la petite pêche artisanale qui a mieux préservé la ressource. C'est eux qui sont les plus attentifs à ça. Et du coup, il faut essayer de corriger un petit peu ces images-là. Hein. Ce n'est pas des braconniers de la mer, hein. Ce n'est pas des destructeurs, ce n'est pas des pêcheurs industriels. Donc, il faut essayer de rattraper un peu cette image-là et essayer de changer notre façon de consommer. C'est des pauvres. Vous avez dit qu'à 70 ans, la population mondiale s'est multipliée par 3, mais notre consommation par 9. Pourquoi? Et est-ce qu'on ne gaspillerait pas un peu aussi? Certainement qu'on gaspille et qu'on consomme trop et qu'on consomme mal, quoi. Donc on n'est pas obligé de consommer autant en quantité, on sait. En France, on consomme trop de protéines. C'est pas bon pour nous, hein, c'est pas bon pour notre santé. Donc il faut consommer davantage de végétal. D'ailleurs, la piste de développement de l'aquaculture végétale marine, c'est quelque chose qui est très important à revoir, hein, parce que vous avez vu, il y a des oméga 3, des acides essentiels, etc., qui sont produits dans la mer. Mais ceux qui les produisent à la base, c'est les algues. Les poissons les consomment. Et c'est pour ça qu'on les récupère dans les poissons. Mais il y a aussi des algues, des micro-organismes qui pourraient être très intéressants à exploiter. Et ça réduirait un petit peu, si vous voulez, notre pression, parce que des algues, il y en a plus grosse quantité que ce qu'il y a du poisson. Donc on a ce qu'on appelle la pyramide alimentaire, il y en a plus à la base dans le plancton que ce qu'il y a dans les grands prédateurs. Donc manger aussi de végétal et manger des plantes marines, ça pourrait nous apporter les mêmes éléments intéressants, tout en réduisant la pression sur la ressource animale. C'est peut-être moins bon, certainement, mais on peut alterner. C'est très bon et les anciens ont parlé de faire des omelettes d'algues, etc. Par contre, moi, quand je plonge dans le coin avec mon masque et mon tuba, je m'aperçois par rapport à quand j'étais jeune, il n'y a plus du tout quasiment de végétation. Tout est gris, tout est mort. Mais ce qui se passe, je vous disais, c'est qu'il y a beaucoup moins d'apports en nutriments. Et les plantes poussent grâce à ces apports. Donc du coup, s'il y a plus d'apports, les pêcheurs à un moment avaient peur. Je ne vous ai pas parlé de la pollution, donc, parce que en fait c'est un autre sujet. Mais voilà, c'est un autre sujet. Bon, on en parlera une autre fois, mais les pêcheurs ont eu peur à un moment, ils se sont dit, mais il s'est passé quelque chose à la station d'épuration, ils nous rejettent des saloperies dans l'eau, il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de... Voilà. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que les eaux qui sortent sont très très propres. Ils ont tellement bien épuré qu'il y a beaucoup d'espèces qui profitaient de ce développement de matière organique et du plancton, qui se nourrissaient. Et du coup, quand on a trop nettoyé, ces espèces sont plus développées. À chaque étape de traitement de station d'épuration, en 87 le traitement physico-chimique, en 2008 le traitement microbiologique, les espèces qui mangeaient de plancton se sont écroulées. Et il y a eu d'autres espèces qui sont arrivées. La diversité a augmenté. En fait, ça c'est intéressant parce qu'il y a une relation inverse entre production et diversité. Vous diminuez la production et vous augmentez la diversité. Mais c'est la diversité en espèces, pas la diversité fonctionnelle. Celle-ci, elle change. Ce qui est intéressant avec les apports du Rhône, c'est qu'on voit qu'en période de crue, on a la biomasse qui monte, la diversité qui diminue. Et juste après, en période d'étiage, on a la biomasse qui diminue, la diversité qui monte. Et c'est bien d'avoir cette alternance des cycles saisonniers. Or, avec tous nos retenues sur la ressource, on a perdu aussi la saisonnalité. Et on a ce qu'on appelle aussi un décalage, un mismatch entre la période où les poissons se sont reproduits, ils sont fatigués, ils ont besoin de nourriture, et la nourriture n'est pas là parce qu'elle arrive trop tard et pas en quantité suffisante. Et ça, c'est un problème aussi. Et c'est nos usages en fait qui font ça, quoi. Donc c'est pas forcément toujours un problème de pollution, c'est parfois une question de ressources insuffisantes, et c'est l'inverse, on a trop bien nettoyé, les gens c'est une dépollution, les gens ont trop bien travaillé. Et ça c'est quelque chose de difficile à faire entendre à l'heure actuelle parce qu'on a tellement investi pour nettoyer les eaux, et c'est encore un problème en amont parce que l'augmentation de la température de l'eau va faire que les bassins d'eau qu'on a traités, les lacs, les rivières, avec le réchauffement et l'évaporation de l'eau, vont de nouveau se retrouver en mauvais état. C'est qui nettoie l'eau? Eh bien, c'est nos stations d'épuration. Hein, donc pour les baigneurs. Oui, pour les baigneurs, pour les bactéries. Donc, si on se baigne. Le géo, là, Paris. Oui, si on se baigne dans des eaux qui n'ont pas été épurées, on a des problèmes de maladies, de bactéries pathogènes, etc. Donc, voilà, ça, c'est important aussi. Donc, les gens veulent se baigner dans des eaux propres. Mais les eaux propres, sans beaucoup de matière, sans beaucoup de particules, ça ne crée pas beaucoup de production de pêcherie.
Donc voilà, c'est différent. Sauf que là, on va avoir une grande diversité. C'est pour ça que je disais que c'est important de manger plein d'espèces différentes. Oui, oui. Voilà, ça c'est notre solution de secours pour nous et pour nos pêcheurs, parce que sinon on va se retrouver à manger du colin et de hoki d'Alaska, de colin d'Alaska et de hoki de Chine pendant longtemps, et ça ne sera pas du tout élevé dans les mêmes conditions de propreté et de qualité environnementale. Là, on n'aura plus le choix. Si on perd nos pêcheurs, on n'aura plus le choix au niveau de la consommation. Donc, comme pour l'agriculture locale, il faut soutenir nos producteurs locaux. Déjà, ils s'en sortent pas, les pêcheurs. Ils galèrent un peu, ils ne s'en sortent pas, les pêcheurs. C'est dommage. C'était passionnant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À